Toujours dans le cadre de notre cours du français, nous allons continuer le travail sur l'œuvre d'Ahmed Sfraoui, à savoir la boîte à merveilles. Je vais essayer de vous donner des informations clés pour la compréhension de cette œuvre. Quand on parle de la boîte à merveilles, on parle directement du lieu de l'action. Parmi les lieux très importants de l'action, nous avons Darsh Wafa. Donc, comme vous voyez sur l'écran, quand on parle de Darsh Wafa, il s'agit d'une maison de deux étages, composée d'un rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Le rez-de-chaussée est habité par Kenza, la voyante, ce qu'on appelle la Chouafa. Dans le roman, ça s'appelle aussi la Chouafa. Donc, elle habite au rez-de-chaussée. Au premier étage, il y a Rahma, son mari, et leur fille Zineb. Et on va voir par la suite les détails de ces personnages. Dans le deuxième étage, c'est un étage composé de deux pièces, c'est-à-dire deux chambres. L'une est occupée par la famille du narrateur, Sidi Mohamed, avec sa mère et son père, et l'autre était occupée par Fatma Bziouia et son mari Allel le jardinier. Donc il faut imaginer que la Darsh Wafa était un tout petit peu comme ça. J'ai essayé de travailler avec vous ce dessin pour vous illustrer Darsh Wafa. Comme ça vous aurez une idée. Donc l'essentiel c'est connaître les locataires de Darsh Wafa. Donc rez-de-chaussée Kenza, premier étage la famille de Rahma, deuxième étage la famille de Fatma Bziouia et la famille du narrateur. Là c'est le détail maintenant. Les habitants de Darsh Wafa. Donc comme on a dit, le premier étage, on commence alors par le rez-de-chaussée. On a dit que le rez-de-chaussée était occupé par Tante Kenza, la voyante, la Chouafa. Tante Kenza qui n'avait pas d'époux, il n'avait pas d'enfant non plus. Ensuite, le premier étage était occupé par Driss Lawad. Driss Lawad qui était un fabricant des charrues. Charrues, ce sont des moyens pour labourer la terre. Sa femme s'appelait Rahma et ils avaient leur petite fille Zineb. Zineb qui avait un an plus que le narrateur. Le deuxième étage était occupé par la famille de Allel le jardinier. Donc, elle avait une femme qui s'appelait Fatma Bziouia. Allel, c'était son époux qui était un jardinier. Donc, retenez les métiers, c'était un jardinier. Mais il n'avait pas d'enfant. Et nous avons aussi au deuxième étage, nous avons la famille du narrateur. Nous avons la mère qui s'appelle la Zubida, qui était une femme de foyer. L'époux, Ma'alem Abslam, qui était un tisserand des haïks. À cette époque, la culture des haïks était très présente dans la culture marocaine, pas comme aujourd'hui. Et ils avaient leur enfant, Sidi Mohamed, qui avait l'âge de 6 ans. Donc déjà dans cette maison d'Arsh Wafa, il n'y avait que 2 enfants. Attends un peu. Donc déjà là, nous avons dans cette maison 2 enfants, ce qui explique un tout petit peu la solitude du narrateur. Donc là, ça explique un tout petit peu la solitude du narrateur. On peut parler de la solitude de Sidi Mohamed, vu qu'il n'y avait pas de garçon dans cette maison. Il y avait uniquement une fille qui était plus âgée que lui d'1 an. Là, c'est Lalla Aïcha. Lalla Aïcha, j'ai tenu à écrire son nom ici parce que Lalla Aïcha n'habite pas à Darsh Wafa. Donc faites attention. La plupart ont cru que Lalla Aïcha habite à Darsh Wafa. Non. Lalla Aïcha qui avait un mari qui s'appelait Moulay Al-Arbi, qui était un commerçant des babouches ou un fabricant des babouches, elle habitait à rue Al-Hajjama. Donc elle n'habitait pas à Darsh Wafa. Même si on dit une ancienne voisine. Une ancienne voisine, ça veut dire qu'elle n'habite pas avec elle maintenant. Donc là, on retient au premier étage
On commence par le rez-de-chaussée alors. Le rez-de-chaussée, il y avait Kenza la voyante, son métier était une voyante. Premier étage, Rahma, femme au foyer, son mari qui était, donc le métier de son mari, c'était un fabricant des charrues. Et ils avaient une fille qui s'appelait Zineb. Deuxième étage est composé de deux familles. La première famille, c'est la famille de Fatma Bziouia, une femme de foyer. Son mari, Allal, c'était un jardinier, il n'avait pas d'enfant. Et la deuxième famille qui occupe la deuxième pièce, c'était la famille du narrateur, Sidi Mohamed, sa mère, Lalla Zoubida, son père, un tisserand. Deuxième élément que j'ai tenu à vous présenter dès le début, c'est les contenus de la boîte à merveilles. On a parlé de la boîte à merveilles et on a dit même à partir du titre, on comprend qu'il s'agit d'une boîte spéciale. Il ne s'agit pas d'une boîte ordinaire. Déjà, à partir du titre, on a compris que l'auteur lui l'a personnifié. Comment il l'a personnifié? Avec le B majuscule. Il y a une différence entre la boîte avec B minuscule et la boîte avec B majuscule. La boîte avec B majuscule, c'est-à-dire c'est une boîte spéciale qui contient des objets spéciaux. Et ainsi, il s'agit même d'un personnage, si on ose dire. Par contre, quand on parle de la boîte avec B minuscule, c'est une boîte ordinaire. Une boîte indéfinie, une boîte comme toutes les autres boîtes. Or, la boîte de Sidi Mohamed, c'était une boîte spéciale. Cela se montre déjà à partir du titre, avec B majuscule. Qu'est-ce qu'elle contient, cette boîte? La boîte à merveilles contenait des boules de verre, des petites boules de verre, ce qu'on appelle en arabe le bille, une chaînette, des anneaux, un cabochon de verre, un cadenas, des épingles, des clous, des boutons, un encrier non usé. Donc c'était une boîte qui contenait des objets, comme on a dit, les objets hétéroclites. Il contenait des objets hétéroclites. Or, ces objets hétéroclites, ils se transforment en princes et princesses. Donc, c'est la magie du narrateur qui réussit à transformer les objets contenus. Donc là, j'ai oublié objet. Contenait des objets hétéroclites qui se transforment en princes et en princesses qui vont animer le quotidien du narrateur, et c'est ce qu'on appelle le registre fantastique. D'ailleurs, le registre fantastique, on va le développer quand on va traiter la leçon des registres littéraires ou des tonalités. Donc je continue. L'autobiographie. Hier, on avait commencé la définition de l'autobiographie. Là, je vais vous donner la définition de Philippe Lejeune. Donc, ce n'est pas ma propre définition, c'est une définition de Philippe Lejeune, un spécialiste en linguistique et en littérature. Il a dit que, ça c'est l'autobiographie, faites gaffe. Hein. Donc là, on parle de l'autobiographie. Nous avons ce qu'on appelle le roman autobiographique. Il s'agit d'un récit rétrospectif. Rétrospectif, c'est-à-dire qui raconte le passé, en prose, c'est-à-dire sous forme de paragraphe, le contraire de la prose, c'est le vers, qu'une personne réelle fait de sa propre existence, c'est-à-dire normalement le récit n'est pas fictif, mais le récit, c'est une personne réelle qui va faire ce récit. Quand il met l'accent sur sa vie individuelle, c'est-à-dire là, l'autobiographie est individuelle, elle n'est pas collective. Si on veut un récit de vie collectif, on peut travailler les mémoires, on peut travailler l'histoire. L'histoire, par exemple, avec grand H, tarikh, l'histoire, c'est un récit collectif. Tarikh al-jama'i. Si vous voulez qu'on parle de tarikh al-fardi, c'est l'autobiographie. Donc, elle est individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. Donc, elle traite les choses intimes. Caractéristiques, regardez les caractéristiques de l'autobiographie. Je égale auteur, égale narrateur, égale personnage principal. Là, ce que nous avons, nous, c'est un roman autobiographique. C'est pourquoi nous avons un jeu
égale le narrateur, égale le personnage, égale Sidi Mohamed, mais il est différent de l'auteur, ce que nous avons nous. L'essentiel, ce qui m'intéresse aussi, c'est le pacte autobiographique. C'est un passage que nous allons voir dans les analyses. Le pacte autobiographique, ou ça s'appelle aussi le pacte de sincérité, c'est un pacte selon lequel l'auteur s'engage de dire la vérité et, et au lecteur de croire. Concernant la formation, donc regardez, auto, c'est soi-même, bio, c'est la vie, et graphien, c'est écriture. C'est pourquoi on dit orthographe, ortho, c'est les règles, et graphe, écriture. Les enjeux pour l'écrivain. Laisser un témoignage, donc ça c'est les objectifs de l'autobiographie. Une trace de soi, vouloir confesser pour soulager ses maux. Confesser, c'est-à-dire, c'est un acte religieux chrétien. Se confesser, c'est-à-dire dire la vérité, la tirafat. S'auto-analyser, c'est le cas de notre auteur. S'auto-analyser pour mieux se connaître. Justifier au lecteur certains de ses actes. Et ce n'est pas le cas ici. Donc là, c'est juste, j'ai pris la définition de Philippe Lejeune afin de vous l'expliquer. Et ensuite, on va essayer de mettre le lien avec le roman autobiographique chez nous. Donc là ce que nous avons, nous, La boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique, donc je ne cesse de le répéter. Mais le roman autobiographique rentre dans un chapitre qui s'appelle l'autobiographie, et l'autobiographie rentre dans un autre chapitre qui s'appelle les récits de vie. Ça devient même un genre littéraire aujourd'hui, les récits de vie. Donc il y a un lien entre les trois éléments. Donc le grand chapitre, c'est les récits de vie. On va en faire une leçon après. On a une catégorie qui s'appelle autobiographie et une autre catégorie qui s'appelle le roman autobiographique. Donc le genre littéraire de La boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique et non une autobiographie. C'est un roman autobiographique. Je ne sais pas si vous avez une question avant qu'on enchaîne. Est-ce que vous avez une question?